Bonjour. Alors, donc, on commence et bonjour à ceux qui sont sur le Zoom. Allez-y, installez-vous. Premier rang. Voilà. Alors, donc, avant-dernier séminaire de l'année du séminaire d'architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital sur l'Adamant. Avec donc aujourd'hui Myriam Chabani que je vais présenter en 2 mots. Et pour rappel, la séance conclusive la prochaine fois, le 15 mai, sera avec Michel Lussot, grand géographe qui travaille depuis pas mal de temps sur des sujets qui sont un petit peu proches des nôtres et qui a publié notamment un livre qui s'appelle Cohabitons il y a quelques mois et qui est une tentative de reconstruction de toute son approche de la géographie par le biais du Caire et des vulnérabilités. Donc il y a une espèce de tentative de refondation de ce qui est un peu l'équivalent de ce que nous on fait avec l'architecture à partir de ces problématiques de vulnérabilité soit un Caire. Donc ça, ce sera dans un mois, le 15 mai. Et pour aujourd'hui, nous avons donc Myriam Chabani qui est à ma gauche, donc qui est architecte associée de l'agence New South. Myriam Chabani qui était, pour les s'il y a des fans hardcore du séminaire, c'était ma toute première invitée extérieure après quelques séances que j'avais fait moi-même. Myriam était la toute première intervenante extérieure qui était venue avec Luc Broussy quand le séminaire avait lieu à Sainte-Anne pour présenter un autre travail qui s'appelle Le Printemps de l'hiver, qui était une étude sur l'adaptation des architectures au vieillissement de la population, des habitants, c'est à peu près ça l'idée. Donc c'était déjà des sujets relatifs aux soins, mais c'est de toute autre chose qu'elle va nous parler aujourd'hui, c'est la question du sacré et de l'architecture. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'elle vienne nous parler de la question du sacré? Donc, un sujet qu'elle travaille avec plusieurs outils, une recherche plutôt historique qui a donné lieu à pas mal de publications et théoriques, des expérimentations architecturales qui sont plutôt à l'échelle de l'installation ou de l'œuvre d'art, notamment au SIVA. Et ça, d'ailleurs, ça pose la question d'un sujet qu'on avait abordé la dernière fois avec Salim Anaji, qui est les outils qui sont à disposition des architectes, parce qu'il n'y a pas que des bâtiments, mais aussi des interventions dans des musées qui sont une autre manière de médiatiser des problématiques. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé avec elle, qui est aussi intéressant, parce que c'est aussi une stratégie, je pense, de l'agence d'utiliser d'autres genres de médias que simplement la construction du bâtiment. Et puis surtout, enfin surtout pas que ça, mais il y a aussi un projet assez emblématique, même s'il n'existe pas encore dans l'histoire de New South, qui est un projet de construction d'une mosquée dans le 10e arrondissement de Paris, rue Jean-Pierre Timbaud, une mosquée que beaucoup de nous connaissons déjà. Voilà, qui est un projet au long cours et qui pose pas mal de questions. Vous pouvez déjà imaginer certaines. Et donc l'hypothèse, voilà, l'idée de faire venir Myriam aujourd'hui, c'était l'idée il peut y avoir des leviers communs entre l'édification d'un lieu sacré et l'édification d'un lieu de soins. Et peut-être qu'il y a des enseignements à tirer pour bâtir des lieux de soins en ville, de ce qui se fait quand on cherche à bâtir des lieux sacrés. Ce qui veut pas du tout dire que le soin relèverait du sacré en tant que tel et que les architectures du soin devraient être sacralisées ou sanctuarisées. Je ne vais pas me risquer à dire ça, mais juste dire qu'il y a peut-être des leviers communs entre les manières d'aborder l'espace. D'où le titre que j'ai imposé à Myriam, qui n'est pas du tout d'elle, qui est du sacré au soin. Donc je prends la responsabilité de ce titre, qui est un jeu de mots très érudit pour les fans de Lévinas, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Du sacré au saint. Je me suis permis de faire un petit déplacement du sacré au soin. Et donc aussi par rapport aux dernières intervenantes, est-ce que c'était, voilà, que ce soit Salima, Naji ou Amélia Tavella, on n'est pas avec, là on va pas vraiment s'intéresser aux soins en tant que programme architectural spécifique, c'est pas des lieux de santé, des hôpitaux dont on va parler, sauf si tu le souhaites. Mais c'est plutôt des démarches d'architectes qui, soit par un rapport à la construction, à la matière, un engagement politique, qui malgré tout produisent quand même des formes de soins. Et plus précisément, j'ai juste mis quelques références, et puis après je laisserai la parole à Myriam. Plus précisément, ce qui est intéressant dans l'architecture du sacré, c'est qu'elle est vraiment dans la question de comment on délimite un lieu, la question de la limite, comment on marque une frontière, qui peut même être très simple, ça peut simplement être un tracé dans le sol, ça renvoie à l'histoire des mosquées nomades, je pense que tu vas en dire quelques mots.
une frontière sur laquelle tout le monde se met à peu près d'accord, on se comprend en tout cas, pour dire que derrière cette frontière, il y a quelque chose, il y a une fonction particulière qui est de l'ordre de l'existentiel, de l'inviolable. On n'est pas dans une fonction classique, on n'est pas dans du bureau, on n'est pas dans du logement, on est dans autre chose. Et il y a une espèce de consensus qui se fait pour dire que ce qui est là, c'est de l'ordre de l'inaliénable, de l'inviolable. C'est-à-dire très concrètement, et c'est ça qui peut nous intéresser pour faire des lieux de soins, comment on parvient à extraire à un morceau de territoire des logiques immobilières, des logiques foncières. Pour le sacré, ça fait à peu près consensus, en tout cas pour ce qui est des religions, on va dire, qui correspondent à la culture dominante, majoritaire. Pour le soin, évidemment, on a suffisamment d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, le soin est totalement pris dans les logiques de promoteurs immobiliers. Sauf peut-être l'Adamant qui a eu cette intelligence de s'extraire des jeux de partage de la terre pour venir sur l'eau et rentrer dans d'autres logiques de concurrence et d'occupation de l'espace. Voilà. Ceci étant dit, ça ne veut pas du tout dire qu'il faudrait réédifier autour du lieu de soins des barrières infranchissables. C'est pas du tout ce que je veux dire, parce que ça reviendrait à refaire des hôpitaux derrière des murs d'enceinte. Et d'ailleurs, j'imagine que ça n'est pas du tout souhaitable aujourd'hui quand on fait des lieux de soins aujourd'hui d'imaginer cette opacité. C'est au contraire avec d'autres manières d'envisager des stratégies d'ouverture, de transparence sur la ville. J'imagine que c'est d'autant plus nécessaire quand la religion en question fait l'objet d'une stigmatisation particulière dans l'espace public. Sur la question, puisque vous avez peut-être compris qu'on va parler des mosquées, entre autres, quelques références, notamment ce texte, l'architecture des mosquées en France, que j'ai trouvé, j'ai oublié de mettre la référence dans l'exposition les lieux sacrés, s'appelle, qui est organisée par le pavillon L'Arsenal et qui se situe sous Notre-Dame. Exposition hors les murs du pavillon de l'Arsenal. Voilà, et puis une autre référence aussi, c'est la question de c'est Agamben aussi, son livre sur la profanation, qui parle de ces concepts de profanum. Profanum, ça veut dire sortir quelque chose du fanum. Le fanum, c'est le temple. Et Agamben raconte que cette logique de franchissement, elle est tout à fait autorisée par le principe de la délimitation du sacré et du profane. Donc il y a certes une délimitation très claire, mais qui a vocation à être franchie dans un sens et dans l'autre. Donc c'est aussi peut-être une nouvelle manière d'envisager la sacralité d'un lieu, tout en l'incluant dans l'espace public et dans la relation avec la ville. Voilà. Et puis voilà, question du sacré et du soin, d'autant plus légitime, puisque évidemment les lieux de soins, historiquement, ont quand même été rattachés aux édifices religieux. Je pense que c'est plutôt une bonne chose que le soin ait été sécularisé, même si ce rattachement avait un avantage, c'est que du coup les lieux de soins étaient quand même un petit peu préservés par rapport aux autres occupations de la ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans les Bimaristan dont parlait Salima Nagy. C'est aussi ce rapport au sacré qui était très fort dans l'identité des lieux. Voilà, bon, il y a aussi une référence de Maldiné que vous pourrez lire si ça vous intéresse, la sacralité sur sacralité et espace, qui lui fait l'hypothèse de quand on passe d'espace à lieu, déjà on engage de la sacralisation. Donc, ce qui voudrait dire que toute architecture qui se revendique en tant que telle déjà assume une part de sacré, sachant qu'il a écrit ça dans un livre qui était une étude sur Le Corbusier. Donc ça remet aussi en perspective certains de ses propos. Juste quelques références pour le plaisir d'autres. Il se trouve qu'il y a d'autres architectes qui travaillent sur le sujet aujourd'hui. Il se trouve que celles que j'ai trouvées, ce sont 3 femmes. Yasmine Lari, donc architecte pakistanaise, qui par ailleurs fait un travail absolument exceptionnel sur les abris d'urgence, qui a réalisé des mosquées, pardon, on voit pas beaucoup, ceux qui sont en ligne voient mieux, des mosquées démontables pour la Biennale des Arts Islamiques. Marina Tabassoum, très grande architecte, qui a réalisé 2 mosquées absolument magnifiques au Bangladesh. Et puis Salima Nagy, qui a fait la réhabilitation d'un minaret au Maroc. Et puis voilà, pour montrer aussi que c'est un sujet, l'air de rien, qui peut être porteur et qui peut amener d'autres manières d'envisager le projet. Et puis, je ne sais pas si tu en parleras, mais un autre sujet passionnant sur lequel l'agence New South travaille, c'est dans la continuité directe de indirecte de l'intervention de Philippe Prost, notre ami Philippe Prost, qui a, peut-être vous le savez, remporté le concours de réaménagement de la place de la Concorde, donc qui était avec nous il y a quelques mois, avec lequel on a parlé dans la partie des questions de la question de. Il a remporté en collaboration avec une agence de paysagistes. Il parlait de
de la rareté ou de la difficulté qu'il y a à imaginer des mémoriaux quand les événements sont récents. Il se trouve que Myriam Chabani travaille sur un tel sujet, puisque l'agence a été sélectionnée et le concours est en cours pour travailler sur le mémorial de la tour Grenfell à Londres. Vous savez, cette tour qui a brûlé il y a quelques années, 2017, et qui a tué 70 ou 80 personnes. Voilà, Myriam, 72. C'est entre les deux. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci de vous être déplacés par une si belle journée. Donc je m'appelle Myriam Chabani et pour commencer peut-être expliquer, dire un mot de ce que c'est que New South. Qu'est-ce que c'est aussi que le nom de cette agence, bon en français. Plus fort ? Littéralement, donc New South en anglais se traduit par Nouveau Sud. Et je pense qu'une bonne manière de vous parler de cette agence, de ce qui la constitue et des principes fondateurs sur lesquels nous nous sommes basés, c'est de vous parler de ce très beau texte de Paul B. Preciado qui est sorti en 2017 sur Libération, donc c'est en ligne, il est disponible, qui s'intitule L'invention du Sud. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, c'est de comprendre dans quelle dynamique, et spécifiquement les dynamiques de pouvoir en fait, dans lesquelles on pense notre pratique d'architecte et d'urbaniste. Et donc j'ai envie de partager avec vous un petit extrait de ce texte que je vous invite à découvrir en prenant un peu plus de temps suite à la conférence. Donc le Sud n'est pas un lieu, mais plutôt l'effet de relations entre pouvoir, connaissance et espace. La modernité coloniale invente une géographie et une chronologie. Le Sud est primitif et passé, le Nord est progrès et futur. Le Sud est le résultat d'un système racial et sexuel de classification sociale, une épistémologie binaire qui oppose haut et bas, esprit et corps, tête et pied, rationalisation et émotion, théorie et pratique. Le Sud est un mythe sexualisé et racialisé. Dans l'épistémologie occidentale, le Sud est un animal, féminin, enfantin, tarlouse. Le Sud est potentiellement malade, faible, stupide, incapable, paresseux, pauvre. Le Sud est toujours représenté comme manquant de souveraineté, manquant de connaissances, de richesse et par conséquence intrinsèquement lié et endetté au Nord. Dans le même temps, le Sud est l'endroit où se déroule l'extraction capitaliste, le lieu où le Nord capture énergie, sens, jouissance et valeur ajoutée. Le Sud est la peau et l'utérus, l'huile et le café, la chair et l'or. Donc je m'arrête ici. Ce que je trouve très beau dans le texte de Paul B. Preciado, c'est déjà en fait de décrire ce qui est essentiellement une fiction. Et de la même manière, en fait, là, on a cette description du Sud, de cette entité un petit peu, non pas géographique, mais multiple, multifacette. Et en face, il fait également une description du Nord qui également est une invention, une fabrication, une fiction. Et donc, cette division Nord-Sud, elle domine sur toute autre forme de spatialisation, et c'est du moins la manière dont on aborde en fait l'ensemble des projets, l'ensemble des enjeux, des problématiques sur lesquelles on est amené à travailler, avec la compréhension que dans chacune de ces situations s'exerce systématiquement, nous sommes traversés par cette dialectique entre différentes formes de pouvoir, entre extraction et lieu de valorisation, et en même temps après tout ça, et je vais quand même vous citer les derniers mots de ce texte qui sont peut-être un peu plus optimistes. Tout a un Sud, le langage a un Sud, la musique a un Sud, le corps a un Sud, toi-même tu as un Sud, tourne la tête, hack la ligne verticale, mange la carte. Et donc il y a cette volonté un peu peut-être de s'extraire de cette dynamique rigide, mais aussi en fait de chercher à la traverser, à la naviguer. Et
en tant qu'architecte, nous sommes amenés à travailler pour un client, pour une maîtrise d'ouvrage qui est souvent, voire systématiquement, porteur d'un projet politique. Et par définition, en fait, nous en sommes les représentants et les exécutants. Sauf que malheureusement pour nous, on a un métier qui a des conséquences assez lourdes. Alors cette photo, c'est une photo de Sebastião Salgado, des mines d'or de Serra Pelada. Donc ça, ce sont des mines qui aujourd'hui sont fermées au Brésil, mais elles expriment assez bien en fait c'est encore plus abstrait avec la projection. C'est vrai que moi, sur mon écran, c'est plus net. Ce que vous voyez, ce sont des hommes, principalement, des hommes et des enfants également, qui travaillent en fait dans les entrailles de cette mine et voilà, où leur corps s'affronte en fait à la terre. Et en fait, de la même manière que cette image représente si bien en fait les dynamiques d'extraction et le coût que cela porte à la fois pour la terre et pour les corps en fait qui s'y activent, en tant qu'architecte, notre action a des conséquences. La construction induit quasi systématiquement, et avec les meilleures intentions du monde, et avec aussi des démarches de construction biosourcée, durable, etc., elle implique une forme d'extraction, de destruction, qui peut être d'une ampleur plus ou moins grande, et qui après aussi, dans le temps, va continuer d'avoir un coût en poids carbone sur la Terre. Donc c'est pas anodin. En fait, ce qu'on choisit de construire, l'énergie qu'on dépense aussi à penser, à concevoir, puis à mettre en œuvre les projets, est absolument phénoménale. Et donc la question, elle est comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'architecte, comment se positionner dans un secteur qui a ces conséquences-là, mais qui est guidé par une forme de force dominante, hégémonique, qui est la loi du marché. Donc c'est ce que tu évoquais en introduction. Il y a cette idée que quoi qu'il arrive, je pense que s'il y a d'autres architectes dans la salle, vous y avez été confrontés à de nombreuses reprises, la logique finale, ce qui va valider ou invalider des décisions, c'est le coût. C'est le coût, le bénéfice également, la marge qui va être générée par l'opération immobilière. Et ce sont des logiques qu'on retrouve également avec des maîtrises d'ouvrage publiques, parce qu'on a aussi en fait, une diminution des budgets disponibles pour de nombreuses opérations qui jusqu'ici étaient portées par des pouvoirs publics. On le voit avec de plus en plus d'aménageurs privés qui réalisent des opérations qui autrefois auraient été pilotées par le public. Bon, les partenariats publics-privés, ça on pourrait en faire toute une conf à part, mais toujours est-il que voilà, on se retrouve au final comme une composante dans une dynamique qui nous est extrêmement défavorable. Et donc en fait, le travail que je mène sur la question du sacré, en fait, elle vient en réalité initialement d'une volonté d'essayer d'interroger, d'identifier quelles formes de valeurs peuvent exister dans l'environnement urbain pour contrebalancer cette force aujourd'hui hégémonique. Est-ce qu'il existe des alternatives? Est-ce que c'est possible d'envisager quelque chose qui résiste à la valeur marchande? Et pour ça, c'est important de penser le sacré non pas juste dans sa composante la plus évidente, c'est-à-dire sa matérialisation à travers des lieux de culte, mais aussi de manière plus abstraite en tant que notion qui a guidé des individus, des civilisations à sanctuariser, à préserver, à protéger à tout prix, coûte que coûte, des espaces, des lieux, des personnes, etc. Et donc, il y a un livre que je vous recommande de Mohamed Amer-Méziane, Des empires sous la terre, qui est un livre relativement complexe qui mêle une analyse historique, philosophique et écologique, en fait, de l'avènement de la sécularisation. C'est-à-dire qu'en Europe, il se focalise un peu sur du 18e au 20e siècle, l'avènement de la sécularisation comme étant le processus qui a aussi accompagné
en fait, l'explosion du capitalisme extractiviste. Selon une logique un peu simple, si on le résume, c'est de se dire que dès lors que le sol est mort, dès lors que je n'ai pas peur de ce qui se passe dessous, je n'ai pas peur de trouver des dragons, je n'ai pas peur d'avoir une espèce de force qui voilà, va me faire payer le prix de mon invasion, alors l'extraction n'a plus de limite. Au-delà de la force de mes bras ou des outils que je développe, la limite a disparu. Et en fait, donc il décrit ce processus de délitement, en fait, d'une forme de tabou, vraiment, qui était lié, en fait, à des pratiques sacrées du sol, du territoire et du monde. Et donc, ce qu'il appelle, lui, c'est comme époque, le sécularocène, évidemment, comme clin d'œil à l'anthropocène. Et donc ça, c'est la théorie. Et puis après, du coup, à partir de ça, moi, comme je suis architecte, j'ai besoin d'exemples un peu concrets, en fait, et de voir est-ce qu'il existe aujourd'hui autour de nous des exemples, des indices, des façons d'être au monde qui nous aident peut-être à penser aussi aujourd'hui, bon, bah, à partir de ça, comment est-ce qu'on peut-être reconstruit des sanctuaires, comment est-ce qu'on reconstruit des relations avec la terre et avec la ville pour s'extraire en fait justement ou faire face au sécularocène. Et donc pour ça, cette photo que j'aime beaucoup, même si elle est un petit peu cryptique à première vue, elle décrit quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait en Louisiane, aux États-Unis. Et en fait, ce sont des anciennes plantations. Donc c'est le territoire de l'extraction par excellence pendant la traite des esclaves aux États-Unis. Donc ce sont des plantations qui étaient des plantations de coton qui sont devenues des terres agricoles. Donc aujourd'hui ça continue d'être un paysage productif. Et au milieu on trouve en fait ces espèces d'anomalies de temps en temps qui sont des bosquets d'arbres qui perdurent. Et c'est extrêmement frappant, en fait, quand on voit l'homogénéité des territoires agricoles tout autour, et soudain, ces bosquets comme ça qui apparaissent. Et en fait, il se trouve que ces bosquets sont surnommés des sacred groves. En fait, il s'agit d'anciens territoires où des personnes réduites en esclavage ont été enterrées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de pratique, justement, il n'y avait pas accès à des rites funéraires dignes pour ces populations-là. Et donc, en fait, il y a eu une reproduction de rites funéraires originaires d'Afrique de l'Ouest où le corps est enterré avec un arbre. Ou en tout cas, soit l'arbre est planté par la suite, soit on enterre directement les corps à proximité d'arbres existants. Et au final, c'est l'arbre qui protège, en fait, la dépouille. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle ils perdurent, c'est qu'en fait, c'est simple, ils ont essayé d'en détruire un ou deux, ils sont tombés en fait sur énormément de squelettes et ils ont dû arrêter. Et donc en fait, aujourd'hui, ça reste des espèces d'îlots de résistance sur un territoire qui est absolument décimé par les démarches d'extraction. Et cette extraction, elle se fait aussi bien au niveau du paysage, mais là, ce que vous voyez derrière, ce sont aussi, en fait, des champs pétroliers, en fait, à cet endroit-là. Donc ça, c'est arrivé par la suite. Mais aujourd'hui, on a aussi des bosquets qu'on trouve au beau milieu, en fait, de zones d'exploitation pétrolière. Et donc, ce qui est assez frappant ici, c'est le fait que ça perdure. Alors, certains il y en a certains qui ont disparu. Il en reste encore des centaines. Il devait y en avoir des milliers. Mais voilà, il y a une forme de résistance ici et de puissance dans cette présence-là qui me semblait important d'interroger. Et donc, en fait, il s'agissait d'essayer d'établir quelques règles sur, bon, bah, concrètement,
je vais vous parler de mosquées, je vais vous parler de formes plus traditionnelles de traduction du sacré dans l'architecture. Mais avant même d'arriver sur, on va dire, l'architecture du dogme religieux, comment est-ce qu'on arrive à imbiber nos architectures du quotidien et nos démarches, nos pratiques, notre pensée de l'architecture du quotidien, de ce qui a pu faire la force de résistance en fait de ce genre de choses-là. Et pour ça, moi je pense à quatre principes. Le premier, c'est le principe de réciprocité. En fait, ce que vous voyez à l'écran là, c'est ce qu'on appelle les CMT, Culturally Modified Trees. Donc c'est les arbres qui ont été culturellement modifiés. On trouve ça plutôt sur la côte est d'Amérique du Nord, donc au Canada, aux États-Unis. Et en fait, ce sont les traces de l'extraction de planches de bois non destructives. Donc en fait, aujourd'hui, ce sont des arbres qui existent encore, mais les traces qu'on voit sont celles de planches qui ont été prélevées pour la construction sans détruire ces arbres. D'ailleurs, ces CMT sont aujourd'hui utilisés par des groupes et des populations indigènes pour faire valoir leurs droits de propriété sur des terres qui leur ont été dérobées. Le deuxième principe, c'est celui de la maintenance. Peut-être qu'on pourrait le résumer, enfin, évidemment, qui entre en résonance avec la question du soin. Parce qu'en fait, la manière dont les gens prennent soin, maintiennent un lieu, nous indique déjà son statut, en fait. Est-ce qu'il a de la valeur? Est-ce qu'il s'agit d'un sanctuaire, d'un lieu sacré? Et donc ça, c'est un exemple assez connu de la mosquée de Djenné, au Mali. C'est un bâtiment en terre qui a plus d'un siècle, qui existe toujours, qui ne s'est pas écroulé. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait une cérémonie de crépissage annuelle qui implique, et ça on peut le voir en fait, la totalité des membres de la communauté, donc les femmes, les enfants, les hommes jeunes, les hommes un peu plus âgés, et les hommes beaucoup plus âgés qui, eux, donnent des ordres à tout le monde. Et en fait, à travers des générations de soins et cette pratique collective, on a le statut, on va dire, sacré de cet édifice, de cette mosquée qui est renforcé, mais aussi, en fait, quelque part, on rend possible ce type d'architecture. Donc la question aussi du respect à la terre, en tout cas de la possibilité d'architecture durable et biosourcée, elle se pose souvent, en fait, sous cet angle, oui, mais ça va pas tenir, ça va s'écrouler, ça va coûter de l'argent parce qu'en fait, il faut changer, ne serait-ce que par exemple un toit de chaume, bon, bah, évidemment, il faut l'entretenir, une façade en terre, ça s'entretient, etc. Et donc, du coup, plutôt que d'être dans cette logique de l'immobilité absolue, c'est-à-dire de chercher à échapper à la dégradation naturelle d'un bâtiment, il y a cette intégration de la logique dès le départ du soin et surtout comme étant quelque chose qui est fondamental et nécessaire à la conception même de ce lieu et à ses possibilités matérielles et également spatiales. Après, il y a la question du rituel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser des projets, des bâtiments, des lieux qui prennent en compte en fait cette idée du rituel. Alors évidemment, nous, on dessine des lieux, on n'impose pas des pratiques, mais le processus de conception d'un bâtiment, il implique un dialogue, il implique aussi le fait de s'inscrire dans des pratiques existantes. Donc soit on arrive à identifier en fait des habitudes, des pratiques qui sont portées par les populations ou la communauté au service de laquelle le projet doit se déployer. Ou alors, il y a des choses qui peuvent être construites, pensées pendant la vie du projet. Moi, j'aime bien l'exemple du gigot bitume parce que c'est a priori pas quelque chose de très sexy ou qu'on se dirait qui est forcément un rituel sacré, mais pour autant, c'est quelque chose qui est aussi qui fait partie de la culture populaire, qui accompagne volontiers. Alors, pas tous les chantiers maintenant, mais quand même, on a
a une belle tradition française du gigot au bitume, et qui date du début du XXe siècle. Mais voilà, il y a ces cérémonies alors désolé, je fais beaucoup d'anglicisme en ce moment parce que je dois faire des allers-retours aussi sur la recherche est portée principalement en anglais, mais les breaking ground ceremonies, donc en fait les cérémonies de la première pierre, mais aussi même des fêtes quand on emménage dans un nouvel appart. Comment on appelle ça? Voilà, la crémaillère, etc. En fait, ce sont... housewarming parties. Mais voilà, ce sont des rituels qui sont séculaires, profanes, et pour autant qui ont de la valeur, en fait, et qui méritent aussi notre attention. Donc, quels nouveaux imaginaires est-ce qu'on pourrait imaginer à partir de ça? Et enfin, le dernier principe, c'est un peu cette idée de l'enracinement. Comment est-ce qu'on peut penser des projets qui sont ancrés sur un sol, dans un sol, et pas simplement avec des fondations et avec une démarche qui est purement technique, mais aussi s'arranger pour penser un projet qui, quelque part, le coût de sa destruction, le coût de son déplacement serait beaucoup plus élevé en raison de son ancrage dans la terre. Et pour ça, on peut par exemple citer l'exemple de la communauté Sénoufo en Côte d'Ivoire, qui nous offre un exemple assez frappant, puisque donc ça, c'est une maison en terre, mais la tradition veut que une fois que quelqu'un décède, il ou elle est enterré sous la maison. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une maison en terre, avec un sol en terre? C'est qu'au final, en fait, on a des générations voilà, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents qui sont enterrés au même endroit et qui se décomposent aussi au même endroit. Mais ce sont aussi des architectures qui nécessitent, là encore, le maintien, l'entretien, avec en fait, le sol sur lequel ils sont ancrés. Donc en fait, la tradition de recrépissage et la nécessité de recrépissage de la maison fait qu'en réalité, c'est une maison qui se reconstruit aussi à partir d'un sol qui est un sol cimetière, qui porte en fait la trace aussi des ancêtres de la maison. Ça, c'est une tradition qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve ailleurs aussi. Au Bahreïn, il y a aussi cette tradition qui veut qu'on enterre les personnes sous la cuisine, spécifiquement, mais aussi le placenta, et les différents, enfin, les cordons ombilicaux. Donc, je ne peux pas faire ça chez moi. Mais en tout cas, ce sont des traditions qui existe voilà, de déposer les différentes formes de dépouilles familiales sous la cuisine spécifique. Et donc, moi, je pose ça pour maintenant transitionner un peu sur des exemples Je vais vous parler d'un projet sur lequel on travaille spécifiquement, mais avant d'aller dessus, j'ai besoin en effet d'adresser la manière dont ce travail-là impacte en fait un projet sur lequel nous travaillons actuellement, que tu évoquais en introduction, qui est donc le mémorial pour la tour de Grenfell. C'est des images qui sont très difficiles à regarder. Je pense qu'elles sont importantes. Il est important en fait aussi, c'est-à-dire que c'est aussi le propre de tragédies récentes, c'est qu'elles sont documentées. On ne peut pas prétendre ne pas savoir, mais une forme aussi d'immédiateté dans la façon dont on peut revivre ce moment-là. Et en fait, la question de la conséquence et la question de la mémorialisation de quelque chose qui, quelque part, n'est jamais un souvenir, puisque ça redevient en permanence une réalité, quelque chose qu'on revit un petit peu à chaque fois qu'on voit ces images, mais aussi à chaque fois qu'on est face à la carcasse de ce bâtiment, alors qui a été chastement recouvert aujourd'hui d'un voile avec un cœur vert en haut, si vous êtes familier
de ce qui s'est passé avec cette tour. Mais donc, le 13 juin 2017, on a cet incendie qui est la conséquence de fautes humaines extrêmement graves, mais aussi, là encore, de l'hégémonie de la loi du marché, c'est-à-dire le coût avant tout, la réduction des coûts avant tout, mais aussi, et ce n'est pas anodin, la réduction des coûts pour qui? Et donc, quelles sont les populations qui ont été affectées par ce mémorial, pardon, par cette tragédie, par ce crime? Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, on retrouve les dynamiques que j'évoquais en introduction, c'est que ce sont des populations principalement de nouveaux arrivants. On avait beaucoup de populations migrantes, et par population migrante, pas les populations migrantes nécessairement historiques de l'Angleterre. Il n'y a pas les mêmes histoires coloniales, donc c'est pas les mêmes populations. Là, on était vraiment plutôt sur des nouveaux arrivants. C'est très frappant quand on parle avec la communauté de Grenfell et les survivants, c'est qu'il y a beaucoup d'accents différents. Mais très principalement, en fait, les communautés qui ont été le plus affectées sont issues d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ça, c'est la communauté qui a perdu le plus de membres. Et le deuxième groupe de personnes qui a été le plus affecté, ce sont les populations Habesha, donc c'est Éthiopiens, Érythréens. Et après, tout de suite, en fait, on passe sur un autre ordre de grandeur. Et ce qui veut dire qu'en fait, il faut comprendre la réalité aussi humaine qui se cache derrière ces images. C'est que naturellement, si on s'engage dans un acte de mémorialisation, il y a une vraie question qui se pose sur qui va porter la charge de la mémoire, qui porte ce poids, qui porte cette responsabilité. Et ensuite, est-ce qu'on doit prétendre qu'il s'agit de penser quelque chose d'universel pour toutes et tous, ou doit-on être extrêmement spécifique dans la manière dont on adresse qui sont les personnes qui sont décédées, qui sont les personnes qui ont porté en fait le coup des erreurs et des choix qui ont été faits pour cette tour. Et donc, je ne vais pas vous parler du projet qu'on est en train de développer parce qu'évidemment, on le rend fin juin, donc déjà, on n'a pas fini. Et c'est quelque chose qui viendra par la suite. Mais en tout cas, je pense que c'est très important là, au final, de voir les conséquences de ce qui se passe, en fait, quand il y a eu cette désacralisation absolue de la vie humaine, de la valeur de la vie humaine, mais également, en fait, là, en l'occurrence, ça s'applique sur une tour de logement. Nous sommes dans un quartier assez riche, hein, Notting Hill, c'est quelque chose, il y a énormément de contrastes en fait hein, entre les populations qui sont dans ce quartier, et là on a véritablement cette dialectique nord-sud qui ne pourrait pas être plus évidente dans la distribution spatiale. Et donc on arrive à cette idée de bon, comment est-ce qu'on fait soin, en tout cas comment est-ce qu'on fait du soin dans ces situations-là. Alors là, la réponse que je vous apporterai, c'est qu'il faut essayer de faire justice. Et pour pouvoir faire justice, il faut comprendre l'injustice qui a été commise. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous emmener sur le sujet sur lequel on travaille depuis 2019. Et on peut commencer peut-être par un jeu. Et vous voyez plutôt bien là, donc il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous pouvez me pointer du doigt, c'est une photo au Havre, est-ce que vous pouvez me pointer du doigt la mosquée qui se cache dans cette photo ? Là, à gauche. Non, derrière. Là, ici, là ? Non. Là ? Non, derrière. Là ? Ah, là, ici ? Oui, c'est pas les micros de... Non, parce que c'est illégal en France. On n'a pas le droit de faire d'appel à la prière dans l'espace public. Ah, oui, mais bien tenté. Là, au fond, le rouge ou le blanc derrière ? Tout au fond de la rue. Tout au fond. Non, non plus, mais bien tenté. Elle est complètement à la droite, l'image ? Non plus. Bah, je vais vous aider parce que vous n'allez pas y arriver. Hein. Il y a une raison.
Non, non, c'est ce bâtiment-là, c'est celui-ci-là, c'est celui-ci, qui est une ancienne maison en fait, qui a été reconvertie en mosquée. Et très honnêtement, cette photo n'est pas une photo piège, elle est très représentative des mosquées qui sont présentes au Havre. Pourquoi le Havre? Parce que pourquoi pas, ne vous inquiétez pas, on va arriver sur Paris. Donc là, on est à Paris. Vous connaissez Paris, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la réponse. Mais est-ce que vous pouvez me pointer du doigt où est la mosquée? Là, on est dans le 10e arrondissement. Dans le 10e. Dans le 10e, indice. Rue du Faubourg-Saint-Denis. Ah, oui, il faut voir ça. Pas très loin de Château-Rouge et Strasbourg-Saint-Denis. Ah ouais. Voilà, entre les... Château d'eau. Exactement. Pardon, Château d'eau, pas Château-Rouge. C'est ça. Non mais pareil, vous n'allez pas y arriver. En fait, elle est à l'entrée, et après on va dans la cave. Ah ouais. Voilà. Bon, je vais pas vous en faire 15, vous avez compris ce que j'essaye de faire passer comme message. Et puis celle-ci, par contre, on la connaît toutes et tous. Celle-là, on la connaît. C'est la plus connue. C'est aussi la plus connue parce que c'est la seule qui est visible. Là, Donc, si on la voit pas, c'est qu'on fait exprès. là, vraiment, oui, c'est difficile de passer à côté. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit dans l'entre-deux-guerres. C'était un projet qui existait à l'état embryonnaire un peu dans les dossiers de la ville depuis le 19e siècle. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps en fait à émerger en France. Et du coup, en fait, l'entre-deux-guerres, c'est pas anodin comme date. C'est aussi en fait lié au fait que ce bâtiment était vu comme un cadeau aux combattants musulmans pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Et qui étaient ces combattants musulmans? Principalement, voire quasi exclusivement, c'était des personnes qui étaient issues de colonies ou protectorats français. Et donc la mosquée et son architecture en fait sont le reflet de cette relation-là. J'imagine qu'aucun d'entre vous ne se dirait que ce bâtiment est très parisien. Il y a une raison pour ça, c'est que c'est une architecture qui est inspirée d'une mosquée à Tétouan et d'une mosquée donc une mosquée au Maroc et une mosquée en Tunisie. Donc c'est aussi une architecture très spécifique, nord-africaine, un peu arabo-andalouse, néo-mauresque. Et autant vous dire que même à l'entre-deux-guerres, les bâtiments contemporains ne se construisaient pas comme ça au Maroc ou en Tunisie, mais on était déjà dans une forme de pastiche d'une certaine idée de ce que c'est qu'une mosquée. Et donc si on doit en construire une à Paris, quelque part, il faut qu'elle ressemble à ça. Sauf que ça pose plusieurs questions. Parce qu'il y a un monde, évidemment, entre ça et ça. Mais ça pose la question, en fait, de, quelque part, la rigidification d'une certaine idée, qui est que ce bâtiment et le culte qu'il représente sont foncièrement étrangers à la Terre. Et qu'ils sont foncièrement extérieurs, autres, et absolument pas intégrés ou émergeant naturellement en fait d'un contexte urbain, architectural, local. Et ça, c'est pas anodin, évidemment. C'est aussi la réflexion d'un rapport entre les pratiquants du culte et le bâtiment qui va venir les abriter. Alors, si j'avais le temps, on aurait aussi tout un chapitre sur les synagogues à Paris, qui sont aussi quasi toutes invisibles, mais il y a aussi toute une histoire derrière ça. Mais là, on va se focaliser sur l'histoire un peu des mosquées. Mais c'est absolument fascinant dès qu'on commence à s'interroger, en fait, sur le message porté par la visibilité ou l'invisibilité de ces lieux de culte. Alors, quand je vous parlais de justice, il faut là encore comprendre quelle est l'injustice commise au-delà de la question de la visibilité ou de l'autorisation d'une forme de visibilité en fait de ces lieux de culte. Il y a la question aussi de leur nombre. Donc sur cette carte, ce que vous voyez en fait, c'est les ronds blancs, ce sont les salles de prière
Alors, il y a une définition plus ou moins large hein, de ce que c'est qu'une salle de prière, puisque, comme vous l'aurez compris, ça décrit aussi souvent des lieux qui n'étaient pas initialement dédiés à la prière, qui ont été aménagés, des fois un peu comme on pouvait, des lieux qui ont été parfois fermés depuis d'ailleurs, pour des questions de sécurité incendie, parce que là encore, ce ne sont pas des lieux qui ont été initialement pensés pour. Et puis, les gros ronds, en fait, c'est ce qui est un bâtiment. Et les plus petits, c'est un rez-de-chaussée ou un sous-sol. Et puis, en fait, les carrés verts que vous voyez, ce sont des salles de prière tout à fait informelles, mais tout à fait réelles, qui étaient aussi repérées hein, sur Google Maps, qui correspondent à généralement des foyers de travailleurs migrants. Sauf qu'en fait, cette carte, pourquoi elle date de 2012 ? C'est que depuis 2012, c'est en cours, ça continue, ça a déjà été réalisé, mais d'ici 2028, ça va être achevé. Les foyers de travailleurs migrants, donc ce qu'on appelle enfin, les foyers ADOMA, ont été profondément rénovés, restructurés, parfois démolis, reconstruits, découpés, etc. Ce qui fait qu'en fait, tous ces lieux de prière ont disparu. Ou sont en train de disparaître, à l'aune en fait de ces projets de rénovation qui sont essentiels, parce qu'en fait, c'est aussi des lieux où la question de la dignité, en tout cas du cadre de vie des habitants, elle se posait, mais en fait, ça s'est fait avec, au passage, la destruction, la réduction drastique des espaces de communauté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand espace de 200 mètres carrés, on va avoir une salle polyvalente de 50 mètres carrés, avec une surveillance accrue qui fait qu'évidemment, il n'y a plus de prière possible en fait, dans ces 50 mètres carrés. Donc en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, on avait fait un calcul très optimiste. Paris a une capacité en termes de lieux de prière qui couvre les besoins d'à peu près 3% de sa population musulmane. Et ça, c'est en considérant que 30% des musulmans parisiens et grands parisiens souhaitent avoir accès à un lieu de prière. Et en enlevant les enfants, etc. Les personnes âgées. Donc 3%, c'est pas grand-chose. Et du coup, ça pose la question un petit peu, du mouvement vers moins de lieux de prière. Donc la disparition encore de ces lieux sacrés dans la ville. Et quel est aussi le devenir de ces lieux existants. Et donc, il se trouve qu'en 2019, on a été contacté par l'association qui gère une des rares mosquées parisiennes, donc la mosquée Omar, qui est dans le 11e arrondissement, en effet rue Jean-Pierre Timbaud, et qui a une particularité, puisque c'est une des seules mosquées qui est possédée par l'association et donc par la communauté qui l'exploite. Donc il ne s'agit pas d'un prêt, il ne s'agit pas d'un local avec un bail amphithéotique qui peut être résilié du jour au lendemain. Il s'agit d'une propriété partagée. Donc c'est une ancienne usine de papier qui a été achetée par en fait les grands-parents des personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Qui ont été une génération ouvrière. Donc il s'agit vraiment quasi exclusivement d'une communauté d'ouvriers, mais qui n'est pas une communauté liée à un territoire particulier, étant donné qu'ils viennent d'un peu partout. Alors évidemment, il y a une grande représentation de personnes qui sont issues d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, mais leur particularité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils sont toutes et tous français et françaises. Et ça, c'est une grosse revendication aussi de notre maîtrise d'ouvrage. C'est qu'ils sont là, en fait, nous, on a besoin de faire une mosquée, pas pour nos arrière-grands-parents, mais pour nous-mêmes, nos enfants et nos arrière-petits-enfants, quelque chose, un lieu qui soit à leur image et qui soit digne, et qui permette aussi alors là, la question de la capacité d'accueil, évidemment, est posée, d'accueillir, en fait, toutes les personnes qui se pressent pour venir prier ici. Et donc ça, c'est une photo qui a été prise un vendredi. Il y a énormément de monde dans la rue les vendredis. En 2013, il y avait eu un scandale à cet endroit-là parce qu'il y avait eu des prières de rue à côté de cette mosquée. Vous connaissez Paris, vous avez envie de mettre votre tête par terre. Et en fait, il y a quelque chose qui relevait d'un dysfonctionnement évident en termes
capacité d'accueil, et comme ce que je vous décrivais, c'est que ça ne va faire qu'empirer. La décision de cette association, c'était de se dire il faut qu'on investisse et qu'on augmente la capacité de ce lieu, parce qu'en fait, si on ne le fait pas, personne ne créera d'espace, en tout cas pour qu'on puisse prier. Et donc en fait, depuis, il y a un système de roulement qui a été mis en place. Donc il y a 3 prières par jour les vendredis, pas 3 prières par jour, pardon. La grosse prière du midi, en fait, a été divisée en 3 temps. Donc en fait, les gens s'inscrivent, font la queue pour, un peu par roulement, pouvoir venir prier en fait le vendredi. Puis après, il y a la question de l'état en fait des installations. Donc ça, ce sont les espaces d'ablution. Les ablutions sont un rituel extrêmement important dans la préparation du corps à la prière chez les musulmans. Et on est face à des installations qui sont extrêmement dégradées. Donc cette idée même de la purification du corps, du nettoyage dans des espaces qui sont eux-mêmes dégradés et sales, renforce encore une espèce de sentiment d'injustice et de difficulté à vraiment occuper ce lieu. Et on voit aussi une grosse fragmentation entre les générations, où des enfants et des petits-enfants aujourd'hui ne pratiquent pas, en tout cas ne viennent pas à la mosquée, non pas par manque d'envie, mais par manque de... Ils préfèrent prier à la maison, quoi, parce que c'est plus simple et c'est plus propre et il y a de la place. Et donc face à cette demande et face à l'ampleur de l'enjeu et de la responsabilité, on a passé 1 an à ne rien dessiner, mais à discuter avec énormément de monde. Et en premier lieu, l'association avec laquelle on travaillait. Donc moi, mon associé John Edom est anthropologue avant d'être architecte. Donc ça, c'est aussi une démarche qui est présente dans chacun de nos projets. C'est qu'on passe énormément de temps à développer en fait une forme de dialogue qui doit mener à une co-construction du projet et d'assumer, d'accepter en fait aussi que notre statut d'auteur du projet au final doit être prise avec beaucoup de distance et accepter en fait que quelque part c'est aussi notre responsabilité d'architecte de laisser cet espace de pouvoir, d'expression aux communautés qui sont principalement concernées par le projet. Et donc on a réalisé plusieurs ateliers avec des gens du quartier, aussi des jeunes musulmanes et musulmans là d'une association qui s'appelle The Muslim Think Tanks, pour essayer de définir ce que ça pouvait être la mosquée de demain, une mosquée française au XXIe siècle, à quoi ça devrait ressembler. Donc on a par exemple décidé de travailler exclusivement avec des images qui n'étaient pas des images de mosquées, donc travailler uniquement avec des référentiels d'architecture, mais d'architecture soit issue d'autres religions, soit profanes, absolument pas des architectures religieuses, pour essayer de déconstruire progressivement aussi, même dans la tête des premiers et premières concernés, l'idée qu'il faudrait reproduire une espèce de pastiche de la mosquée, la grande mosquée de Paris. Et ça nous semblait essentiel pour réaffirmer en fait et atteindre cette mission qu'on s'était donnée de réaliser une mosquée qui ait du sens dans son contexte urbain. Et c'est ce travail qui nous a amené à nous intéresser aux mosquées nomades. Donc ça, c'est une mosquée qui a été prise en photo dans le désert aux Émirats Arabes Unis. C'est ce que tu évoquais aussi en introduction. Et en fait, cette image, elle résume quels sont les principes fondateurs pour la construction d'une mosquée. Parce qu'on se disait, concrètement, quelles sont les règles? C'est quoi notre cahier des charges? Au-delà du cahier des charges de capacité à atteindre de la part du client, au-delà du cahier des charges qui va venir de la réglementation urbaine, environnementale qu'on va respecter, et réglementation incendie liée à notre projet et à sa capacité d'accueil du public. Au-delà de ça, quel est le cahier des charges, on va dire, sacré? Est-ce que vous voulez essayer de deviner? Franchement, vous avez tout là. L'orientation, absolument. Premier. Alors, dépouillement, c'est ce qui en résulte, mais c'est pas une des règles. Pardon? Exactement, la délimitation, donc de venir délimiter une frontière entre ce qui est
profane et sacré. Et c'est nettoyé à l'intérieur, c'est purifié, ratissé, c'est pas le même sol. Pas nécessairement. Pas nécessairement, c'est vraiment une limite qui peut être purement symbolique. C'est plutôt le corps lui-même qui va se nettoyer. Est-ce qu'il y a un lieu sacré dans le sacré, c'est-à-dire il y a ce carré, le petit appendice à l'avant Non, l'appendice, il permet de donner la direction. Ah d'accord, c'est comme une flèche. C'est ça, exactement. Ben, je vais vous le donner parce qu'il n'est pas facile avec cette photo. C'est la capacité à prier à plusieurs. Et c'est pour ça que cet enclos est suffisamment grand pour avoir plusieurs personnes qui prient côte à côte. Puisque sinon, avec un tapis, il y a un espace de prière individuel qui peut être mis en place facilement. Donc au final, ça fait 3 règles quand même assez simples et très éloignées de le dôme, le minaret, les motifs arabo-andalous, tout ce qu'on va venir associer un peu classiquement à ces choses-là. Et aussi qui nous interpelle sur le fait que ce sont des formes qui ont répondu à des besoins fonctionnels, techniques, historiques et culturels. Si je prends l'exemple du dôme, c'est une réponse structurelle qui a été cooptée d'ailleurs de Constantinople et des architectures chrétiennes orthodoxes. Donc c'est une super solution pour avoir des grandes portées sans retomber de poteaux. Donc c'est génial pour prier à plusieurs. Par contre, si je fais une coque en béton, il n'y a plus vraiment d'utilité en fait de venir faire ça en dôme. En tout cas, on sait faire ça autrement. Ça peut avoir du sens en fonction du projet, mais ce n'est pas une réponse systématique. De la même manière, le minaret, dans un contexte urbain où l'appel à la prière dans l'espace public est interdit, n'a plus de sens. Ça devient en fait comme des espèces de membres fantômes de possibilités qui ont existé ailleurs, qui ont répondu à un usage et qui d'un coup en fait deviennent des tentatives de se raccrocher à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Et pour autant, il y a tant d'usages qui existent et qui, eux, méritent d'être exprimés et représentés dans le projet. Donc en fait, là, c'est sous sa forme la plus simplifiée. En fait. Absolument. Mais d'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de faire un cours sur l'histoire de l'évolution des mosquées, mais la toute première mosquée, c'était un enclos rectangulaire avec des troncs de palmiers. Il n'y avait pas de dôme, d'ailleurs, c'était un enclos ouvert. Et puis, il y a un petit escalier qui mène à un petit promontoire pour faire l'appel à la prière. Donc, c'était un peu un proto-minaret. Mais c'était quelque chose d'extrêmement simple et très éloigné, d'ailleurs, de l'imaginaire qu'on va avoir aujourd'hui. Je pense beaucoup aux mosquées ottomanes aussi. Donc, c'est un imaginaire qui a été très construit aussi par certaines images. Par exemple, même la mosquée de Djenné que je vous montrais est très éloignée en fait des modèles qu'on associe à ce que c'est qu'une mosquée traditionnellement. Pourquoi? Parce qu'elle est en terre, parce qu'elle est liée aussi à d'autres cultures constructives et esthétiques. Mais tout ça pour dire qu'au final, c'est bien beau de le savoir, mais en fait, on est à Paris et qu'on a une petite parcelle de 350 mètres carrés et que ça, au final, en fait, ça s'exprime verticalement. Et donc, en fait, la contrainte du projet d'un point de vue technique, elle était déjà d'arriver à traduire ces principes-là dans une architecture qui est en fait presque une machine à prier, puisqu'on est sur une superposition de plateaux, parce que dans le contexte parisien, voilà, on s'élève, mais on ne s'étend pas, on ne s'étend plus. Et donc une fois que ces principes-là ont été posés, et je vous épargne tout le système de circulation verticale qui a dû nous prendre, je pense, 3 mois juste pour résoudre les questions techniques de circulation, d'évacuation nécessaires pour ce bâtiment-là. Il y a un peu la question qu'on craignait le plus, qu'on a repoussé au maximum, mais à un moment qu'il fallait bien affronter, qui était d'accord, mais comment donner aussi une forme, comment donner une esthétique à l'expression d'une mosquée française. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, du coup, quels sont les principes qui sont liés à la pratique religieuse, qui vont avoir du sens sans, une fois qu'on a mis à la poubelle, en fait, tout ce sur quoi on aurait pu un peu s'appuyer pour que les gens s'identifient en fait aussi et identifient ce lieu comme un lieu sacré et comme le lieu de leur pratique religieuse. Et donc pour ça, on s'est servi
de deux éléments qui sont propres à l'islam. Le premier qui était une citation, une description de Dieu, qui décrivait en fait, donc ça c'est Ayatun Nour, qui décrit le divin comme étant de la lumière qui se reflète dans une lampe, dans de la lumière. Donc on s'est dit, bon bah la lumière, non architecte, ça on sait faire. C'est un élément dont on peut servir, donc d'essayer de fabriquer, on va dire, d'objectiver des choses à partir de choses qui sont extrêmement subjectives. Le deuxième élément sur lequel on s'est ancré, c'est le principe du cycle qui est lié à la pratique de l'islam. C'est quoi? C'est 5 prières par jour, une grande prière collective par semaine, le vendredi, et puis des temps forts à différents moments de l'année, liés d'ailleurs à un calendrier lunaire et non pas solaire, donc quelque chose qui va bouger en plus d'année en année. Donc cette idée du mouvement, du passage de temps profanes à des temps sacrés, comme ça un peu en permanence tout au long de la journée, ça nous semblait être aussi quelque chose de fondamental et l'élément sur lequel il fallait qu'on base ce projet. Donc on s'est dit, bah, en fait, il faut que ça bouge. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on trouve une solution pour que ce bâtiment, bouge, qu'il respire, qu'il reflète le mouvement des corps qui l'habitent. Et deuxièmement, dans un contexte d'invisibilisation, ou en tout cas de conflit de visibilité, il fallait travailler aussi cette question de la lumière, de se dire qu'il fallait un bâtiment qui puisse absorber, refléter la lumière, mais aussi en émettre potentiellement. Et donc c'est comme ça qu'au final, on est atterri sur le dessin d'un projet qu'on n'aurait jamais imaginé initialement quand on a commencé à travailler sur ce projet de mosquée, qui se résume en fait en 2 doubles plateaux de prière qui sont habillés de rideaux métalliques qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction déjà du souhait de leurs occupants. Par exemple, lorsqu'on est dans un temps de prière, a priori, on veut un peu plus d'intimité, donc on va venir fermer ces rideaux. Et le reste du temps, en fait, c'est un bâtiment qui, en réalité, a différents usages. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas de financement. Donc comment est-ce qu'on entretient? Quand on parle de la question du maintien, du soin, comment est-ce qu'on finance, en fait, l'entretien, le maintien de ce lieu-là? En fait, ça devient une espèce d'équipement public qui opère également en tant que bibliothèque. On va avoir de la location d'espace pour faire des cours de yoga ou de karaté. Et ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui. En fait, ce sont des pratiques qui existent en fait de cohabitation entre profane et sacré, spécifiquement dans les mosquées. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les types d'espaces sacrés, mais en tout cas en France, c'est quelque chose qui existe beaucoup pour pouvoir financer le gardien au rez-de-chaussée, le service de ménage, etc. Et donc en fait, on a travaillé avec SBP, qui est une société d'ingénierie qui se spécialise dans les couvertures de stade. Parce qu'on s'est dit, bon, on ne sait pas faire, hein, ça, une façade métallique mobile, on n'est pas les seuls à ne pas savoir le faire, d'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir le faire, donc on avait besoin d'un spécialiste. Et aussi, le choix de la maille métallique, elle s'est faite en raison de l'ancrage dans ce quartier, de son histoire populaire et son histoire ouvrière, puisque nous sommes juste en face de la maison des métallos, et que nous avons toute une histoire ouvrière, en fait, du travail du métal. Donc le choix du matériau s'est presque un peu imposé à nous pour cette raison-là. Pour rien vous cacher, initialement, le premier projet qu'on avait imaginé était entièrement en pierre, très fermé, très monumental. Et puis, il a fallu un peu aussi questionner qu'est-ce qu'on nous considère comme un monument, qu'est-ce qu'on considère comme étant un lieu de culte. Et donc, je crois que j'arrive sur la fin du temps, et ça tombe bien, puisque je te regarde, je vais 66 minutes, ok. Donc, je finirai un peu sur... vous voyez pas très bien, là. Désolée. Si, ça va? Je vais vous décrire, ça va être encore mieux. Donc, vous avez 2 axonométries qui sont des fragments du bâtiment, qui sont le même fragment. À gauche, en fait, vous avez la distribution, comment le bâtiment se comporte, on va dire, à l'intérieur. Quand on est un vendredi, par exemple, tous les espaces sont occupés pour la prière. On a la direction, on a la possibilité de prier à plusieurs. Et évidemment, on a aussi, et ça, je voulais épargner, c'est tout
tout un système en fait de circulation qui permet aux gens de laisser leurs chaussures, de faire leurs ablutions et de repasser prendre leurs chaussures sans avoir en fait ces allers-retours entre des espaces humides, des espaces secs. En fait, tout ce qui génère de la saleté aujourd'hui quand on passe des rues de Paris à un lieu où on va être pieds nus ou en chaussettes pour prier, et qu'est-ce qui garantit aussi la propreté et le maintien de ces lieux dans le temps. Je pourrais vous faire toute une course sur les toilettes et sur les espaces d'ablution, mais ça sera pour la prochaine fois. Et donc là, vous avez donc exactement les mêmes espaces, mais lorsqu'on est en mode entre guillemets profane, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se passer de système de cloison et d'avoir uniquement des systèmes textiles. Donc on a un textile métallique en façade, mais à l'intérieur, on a d'autres types de textiles, des textiles acoustiques, pour venir redéfinir de plus petits espaces. Donc on a des espaces de travail, par exemple, pour la bibliothèque. On peut venir faire des petites salles de classe. Et puis subdiviser en fait les espaces en fonction des besoins. Ça a aussi un impact sur le type de mobilier. Par exemple, la bibliothèque, on ne va pas être sur ce genre de mobilier haut, mais on est plutôt sur des mobiliers bas, près du sol. Pourquoi? Parce que même quand je vais à la bibliothèque, je vais enlever mes chaussures. Et donc en fait, parce que c'est une bibliothèque où je vais travailler, qui se situe à l'intérieur d'un lieu de culte, mes propres pratiques profanes sont affectées par les dispositifs spatiaux qui ont été pensés pour la bonne pratique de la prière. Et donc ça, c'est un projet qui est de long cours, comme tu l'évoquais, sur lequel on travaille depuis longtemps, qui est confronté beaucoup aussi aux échéances électorales diverses et variées, à l'échelle locale et nationale. Mais qu'on porte avec beaucoup d'enthousiasme et de foi depuis ces 5 dernières années. Merci.